Bonjour à tous et bonjour à toutes, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau podcast. Cette fois-ci, exercice un petit peu différent, en réfléchissant un petit peu à la thématique que je voulais aborder cette semaine, et bien automatiquement m'est venue l'idée de faire une certaine, rétrospective, un petit, retour en arrière et essayer de faire un petit peu une description assez universelle, du parcours ou de l'incarnation, d'un yin, donc du runner, avec sa blessure du rejet. J'ai trouvé très intéressant d'aborder cette thématique-là cette semaine au vu des nombreux sujets que j'ai pu apporter jusque maintenant. Mine de rien, il commence à y avoir pas mal de podcasts sur la chaîne, et je me dis, il pourrait être vraiment intéressant de remettre un petit peu d'ordre dans tout cela, et de définir de manière assez universelle, qui correspond peut-être à un maximum de runners, un maximum de yin, euh, pouvoir effectivement retracer un petit peu le fonctionnement et l'organisation un petit peu de son incarnation. Même si tous les yin, tous les runners sont différents, il y a quand même énormément de similitudes entre eux, peu importe l'origine, peu importe euh, sa culture, peu importe sa religion, peu importe son âge, peu importe son comportement, sa philosophie. Il paraît tout à fait étrange et concevable à la fois de pouvoir comparer et mettre un petit peu tous les runners dans une boîte où il y aurait les mêmes critères, la même organisation d'incarnation. Et j'ai trouvé l'exercice vraiment très intéressant parce que le fil conducteur un petit peu de ce podcast m'est venu assez rapidement, et j'ai eu envie de vous l'exposer. Alors bien sûr, je ne détiens pas la vérité, hein, bien évidemment. Ma propre expérience, mon éveil ne me permet pas d'avoir une vision d'ensemble sur absolument tous les yin et tous les runners, mais euh, je pense aujourd'hui avoir une perception suffisante et suffisamment de retour, en tout cas grâce à vous, grâce à cette chaîne YouTube, pour me permettre cette idée-là. Et le but est ensuite de lire vos commentaires et de voir s'il y a une certaine approbation de votre part vis-à-vis de ces propos. Ça pourrait être vraiment très intéressant. Avant de commencer ce podcast, il y a quelque chose dont j'aimerais vous parler. Lorsque j'ai lancé la chaîne YouTube, j'ai été contacté par une femme, une chaser Yang, très lumineuse, avec des propos très encourageants qui m'ont fait beaucoup de bien et qui m'a proposé de un de ces quatre, eh bien, de venir sur sa chaîne de stream et de faire un live à ses côtés. Et à ce moment-là, en fait, eh bien, c'était encore très compliqué d'assumer mes propos, de pouvoir vraiment pouvoir revendiquer ma vérité, de pouvoir m'exprimer librement, sans une réelle pression ou sans être dur envers moi-même. Et donc, je lui ai tout simplement dit que je verrais cela plus tard. Et aujourd'hui, j'y vois une très bonne opportunité euh, vis-à-vis de vous. Les commentaires YouTube sont vraiment beaucoup trop contraignants en termes de communication. C'est vraiment pas évident. Déjà, en plus, YouTube ne me fournit pas toutes les notifications. C'est vraiment terrible. Je suis obligé de revenir sous chaque podcast et voir tous les commentaires que j'ai loupés. C'est absolument pas pratique et c'est une perte de temps immense. Et parler individuellement au téléphone avec certaines personnes euh, prend trop de temps, disons. C'est vraiment compliqué d'avoir cette envie d'échange avec certaines personnes et de ne pas être en mesure de répondre correctement à cet échange. Et des fois, c'est des échanges qui n'ont pas le rythme que je souhaiterais. Et donc, bah, évidemment, pour celles et ceux qui sont habitués, par exemple, au live Twitch, eh bien, ça pourrait être vraiment très intéressant de se prévoir un rythme convenu entre nous. Eh bien, un live sur Twitch un de ces jours, dans un futur proche ou lointain, de pouvoir, voilà, si on est une dizaine, une vingtaine, une trentaine, ça pourrait être vraiment très intéressant d'échanger sur un sujet donné. Vous pourriez me poser toutes les questions que vous voudrez, moi aussi je pourrais en apprendre de votre part, ça pourrait vraiment être stylé.
Donc d'ici très peu de temps, je pense, pour savoir un petit peu la température globale sur cette chaîne, refaire au même titre que pour le sujet de la lithothérapie, un post sur YouTube pour vous demander votre avis. Oui, non, ça vous intéresse, vous êtes habitué au format Twitch ou non, vous êtes consommateur de ça ou non. Voilà, pour savoir un petit peu si ça pourrait être quelque chose qui est envisageable, ou si ça intéresserait pas grand monde, tout simplement. Voilà, cette petite parenthèse étant faite, on peut commencer le podcast. Donc, évidemment, l'enfance du runner Yin a une importance absolument capitale à mes yeux. Il semble, à mes yeux, tout à fait pertinent de dire que la famille du runner a un rôle clé pour lui, ou pour elle, bien sûr. Je pense très honnêtement qu'il doit avoir grandi et avoir trouvé ses repères dans une famille qui va pas forcément être la meilleure en termes d'écoute de ses émotions, en termes de communication, et il va pas être dans une famille qui va l'inciter autant à extérioriser. Il va plutôt être invité à intérioriser et à développer au fur et à mesure du temps une mauvaise gestion, une mauvaise écoute de ses sensations intérieures. À mon sens, ça c'est un élément qui peut être universel. Je ne vois pas comment un runner yin peut grandir dans une famille qui va être réellement à l'écoute, où il va sentir que sa place a une immense importance, sentir qu'il a véritablement le droit de vie, le droit d'expression, le droit d'être. Je pense qu'au contraire, il va grandir dans une famille. C'est pas forcément pointer du doigt la famille, hein, ce regard. Hein. Honnêtement, j'ai grandi dans ce genre de famille et voilà, aucun regret. Hein. Il y a des circonstances atténuantes pour tout le monde. Chacun ses soucis, ses blessures. Tout était organisé comme ça. Aucun problème, aucun jugement, hein, si vous préférez. Je ne fais que développer des constats. Mais il me semble pertinent d'insister là-dessus. Il va forcément, durant les 7 premières années de sa vie, être auprès de proches qui ne vont pas laisser suffisamment de place au sens même de son existence et au sens même de l'être. Il ne va pas pouvoir exprimer sa lumière, son hypersensibilité, s'il en a une d'assez développée. Il va plutôt de sa famille subir énormément de sources de rejet. On va plutôt peut-être le pointer un petit peu du doigt plutôt que réellement écouter ce qui se cache derrière ses actes. Il va forcément, à mon sens, avoir un cadre comme celui-ci, qui va vraiment le forcer à encaisser énormément et entasser énormément surtout. Le mot entasser a beaucoup de puissance, à mon avis, dans son incarnation, parce qu'il faut vraiment à de très nombreuses reprises qu'il se retrouve dans cette situation de vase complètement plein, et c'est le déclencheur, à mon sens, de beaucoup de phases égotiques assez dures. Il faut qu'il se retrouve dans le futur dépourvu de moyens de bien évacuer et bien gérer ses émotions, et donc pour ça, il doit y avoir eu ce cadre où il va pas être exercé à exprimer correctement ce qu'il ressent. Je pense que de manière universelle, le cadre scolaire, le cadre familial vont vraiment représenter une charge mentale absolument immense. Toutes les situations où il se retrouvera entouré de beaucoup de monde, avec un social assez chargé, assez développé, vont vraiment le mettre mal à l'aise, vont vraiment le faire travailler énormément, vont vraiment lui donner énormément de sensations désagréables que l'on peut pousser de manière hebdomadaire, quotidienne et sur le long terme. Il faut vraiment qu'il soit formaté à avoir des difficultés sur le plan social et sur le plan familial. Il faut vraiment qu'il ait des difficultés à s'exprimer, à revendiquer ses idées, à imposer son avis, à exprimer son opinion. Vraiment, il faut qu'il se retrouve en grandissant, en devenant ado, au début de sa vie d'adulte,
dans des écoles supérieures avec un état d'esprit un petit peu de suiveur. Il pourra pas forcément avoir cette attitude du meneur parce qu'il faut avoir une confiance et une estime intéressante pour pouvoir assumer ce genre de rôle au sein d'un groupe, au sein d'un statut. Et je pense que de manière universelle, voilà comment un runner va se construire en grandissant, avec des bases très instables, avec un besoin d'approbation de l'extérieur, un besoin de... Il va absolument pas être en mesure d'avoir une pensée suffisante pour faire grandir sa confiance en lui-même. Il va forcément dépendre du monde extérieur pour gérer sa confiance et son estime de lui-même. Et comme à l'extérieur, il va réellement subir beaucoup de rejets, pas mal de critiques, pas mal de... Voilà, je pense même qu'il y a beaucoup de runners qui ont subi du harcèlement au collège ou quoi que ce soit. Je pense que c'est tout à fait envisageable parce qu'il n'y a pas cette capacité formelle à se faire respecter, à entendre sa voix. C'est soit calme, soit beaucoup de colère. Donc ce manque de contrôle de lui-même, ce manque de contrôle de ses émotions ne peut pas lui permettre une stabilité en termes de comportement. La rencontre avec son autre, la rencontre avec son yang, va vraiment être l'un des moments les plus déterminants de son incarnation. Pour certaines personnes, ça va être assez tôt, et pour d'autres personnes, ça va être assez tard. Je n'ai pas encore la raison du moment à laquelle ce moment arrive. Pour moi, il y a une logique derrière tout ça, c'est si il est prévu dans l'incarnation qu'il y ait énormément de besoins d'apprentissage divers, un cheminement assez long parce qu'il y a beaucoup d'informations à enregistrer, beaucoup d'informations à collecter, un inconscient à remplir d'énormément de contenus divers. La rencontre, à mon sens, va se faire très tard. Et si les incarnations précédentes, et si l'âme, au moment de cette incarnation, a véritablement prévu, disons que la rencontre devait se passer assez tôt parce que entre l'incarnation et la rencontre, il allait y avoir suffisamment d'éléments déjà intéressants et suffisants, eh bien, la rencontre, à mon sens, peut se produire tôt dans l'incarnation. Je ne vois pas spécialement d'autres explications, peut-être que vous en avez. Moi je n'en vois pas d'autres après y avoir un petit peu réfléchi parce que beaucoup de personnes sont assez fermes dans l'idée que les flammes jumelles doivent obligatoirement se rencontrer à un certain âge. Alors, personnellement je ne suis absolument pas d'accord avec ça, mais il y en a qui affirment cela, donc pourquoi pas, personnellement je les laisse croire ce qu'ils souhaitent, aucun problème. Mais pour moi, ça ne dépend que de cette variable-là, de ce que l'âme a décidé comme enrichissement avant l'incarnation. En fonction de la quantité d'informations nécessaires, la rencontre avec l'autre est tellement importante, tellement significative dans l'incarnation, que cette rencontre se présente à un moment clé, quand il le faut. Il est prévu ce moment, il est déjà inscrit dans la matière, dans le temps, c'est déjà inscrit. Donc pour que ce moment se présente, il doit forcément être précédé d'autres éléments clés. Donc, pour moi, c'est simplement une différence de nécessité d'enrichissement et d'expérience et d'apprentissage. Je pense, à mon sens, que c'est la seule chose qui détermine cette différence entre ceux qui se rencontrent assez tôt, hein, mine de rien. Moi, j'ai 30 ans et ça fait 17 ans que j'ai rencontré mon autre, donc ça s'est produit assez tôt. À écouter d'autres histoires, il y en a qui se rencontrent même très 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 tôt, hein, vraiment dès l'enfance. Il y a des histoires comme ça, est-ce qu'elles sont véritables ou non, je n'ai pas la possibilité de vérifier, hein. Mais il y en a effectivement qui se rencontrent vraiment aux alentours de 40, 50 ans, c'est assez tard, hein, dans l'incarnation. Est-ce que ça détermine un parcours plutôt court ou long, voilà, c'est difficile à dire. Dans tous les cas, à partir du moment où il y a la rencontre,
eh bien l'autre prend effectivement un rôle véritablement immense, hein, énorme. Là, à partir de la rencontre, même si ce moment peut paraître énergétiquement très fort et j'imagine pour la plupart des gens assez beau, hein, dans leurs souvenirs, moi c'était un moment inoubliable, hein, je m'en souviens comme si c'était hier, tellement c'était fort et que j'avais jamais connu un truc comme ça. À partir du moment où il y a cette connexion, on prend sur les épaules euh, une bonne partie de l'incarnation de l'autre. C'est assez monstrueux. Ce poids qu'on nous rajoute, c'est immense. On accepte, au moment de cette rencontre, de prendre en charge quelque chose de difficilement descriptible avec des mots, hein, tellement ce qui va suivre est immense, mentalement, énergétiquement, physiquement, c'est enfin voilà, indescriptible avec la parole. Et je pense que l'autre prend en charge tout cela quand ce n'est plus le moment à d'autres personnes, donc la famille, des amis avec des guillemets, de prendre cela en charge. La personne qui va véritablement énergétiquement jouer le plus grand rôle à partir de maintenant, eh bien, c'est le jumeau. À partir du moment où il y a cette rencontre, c'est que l'âme de l'un comme de l'autre est prête pour cette aventure et cet apprentissage-là. Tout ce qui était nécessaire d'apprendre avant a été appris. Tout ce qui... Voilà, les fondations de cette rencontre ont été vécues pleinement. Il fallait les vivre. L'ordre était comme ça, logique. Et à partir de maintenant, l'aventure commence. Le runner, quand il se jette dans cette relation, il n'est absolument, à mon sens, pas prêt pour une relation sentimentale. Hein. Il n'a pas du tout les moyens physiques, émotionnels, énergétiques de gérer le jumeau. Il n'a absolument pas cette capacité. Il arrive démuni, à mon sens. Il va déjà jouer un grand rôle en termes de donation d'espoir, donation de croyance à son yang. Il va déjà exercer une énorme pression mentale et énergétique sur son autre. Hein. Il va... Ça y est, il va créer le travail chez son yang à partir de là. Il va véritablement commencer à faire beaucoup d'erreurs qui en réalité n'en sont pas. Il va commencer à pas être en mesure de répondre aux besoins de son autre, ou alors il y répondra de manière assez temporaire. Il va arriver avec voilà son naturel, qui peut être caractérisé par beaucoup d'innocence, un peu d'immaturité. Il va arriver avec un peu de naïveté également. Il va arriver avec ce manque de communication, peut-être cette timidité. Il va arriver avec des traits de caractère un petit peu comme ça. Une personne qui va pas avoir énormément de possibilités de projection dans l'avenir, parce qu'au moment de la rencontre, c'est déjà quelqu'un qui ressent, à mon sens, de la culpabilité, qui a le regard tourné dans le passé et sur ses erreurs, sur les choses qu'il aurait pu mieux faire. Il est déjà en train de remettre en question la partie de sa vie qui a déjà été vécue. Il va avoir du mal à être pleinement dans l'instant présent, donc c'est ça qui va être aussi responsable de ses erreurs et de ses petits misplays en termes de relations de couple, parce qu'il n'est pas en mesure de profiter réellement de son présent, de ce qu'il a maintenant, malgré l'énergétique très puissante autour de sa nouvelle rencontre. Il ne va pas être en mesure non plus d'avoir un esprit suffisamment ouvert du tout pour comprendre l'impact de ce qu'il y a. Il ne va pas être en mesure de comprendre réellement l'enjeu. Il ne va pas être en mesure de se rendre compte, de voir de ses propres yeux. Comme il va sans doute avoir un esprit assez cartésien, scientifique, très peu ouvert, du style à croire ce qu'il voit, et bien forcément, pour lui, là, peut-être que son jumeau, sa jumelle,
est caractérisé par une relation un petit peu plus particulière que les autres. Il le ressent, il le sait, mais il n'est pas en mesure d'en définir la définition. Il n'a pas cette capacité mentale et de conscience-là. Donc forcément, pour faire un petit retour à mes propos précédents, il va très souvent amener dans cette relation et auprès de sa jumelle ce vase complètement plein qui a déjà été brisé plusieurs fois, puis réparé, puis re-rempli, puis brisé, etc. Ce cycle s'est déjà, à mon sens, dans son incarnation, répété de très nombreuses fois, parce qu'il en a pris l'habitude, et il n'a pas trouvé d'autres moyens de défense et d'autres alternatives. Il n'a pas appris à vider le vase sans le casser. Il n'a pas appris à ne pas remplir le vase. Il n'a pas appris à remplacer le vase ou par un vase plus solide. Enfin voilà, on peut trouver toutes les comparaisons et métaphores que vous le souhaitez, vous comprenez l'idée. Donc forcément, il va amener ce principe et ce cycle dans la relation. Comment ça va se caractériser ? Eh bien par de la fuite en tout genre. Donc la fuite, c'est un mot qui n'est pas forcément très... c'est un mot qui peut paraître abstrait, hein, des fois pour définir les actes et vraiment comment ça se matérialise. Mais en gros, il va falloir trouver un moyen d'échapper à ses émotions et à ce qu'il ressent. Il n'est pas en mesure, peu importe son ego, peu importe ce qu'il peut affirmer, peu importe la croyance qu'il a de lui-même, peu importe sa mauvaise estime, sa mauvaise confiance, ou tous les leurres qu'il peut se dire et revendiquer, comme quoi il est capable de, il va, à un moment ou à un autre, trouver et chercher de toutes ses forces des moyens pour fuir ce qu'il ne contrôle pas. L'un des réels problèmes du runner yin, c'est qu'il va chercher absolument à contrôler. Le yang est pareil dans une forme assez différente, à mon sens. En termes d'énergie, comment ce contrôle est envoyé, visiblement ça peut des fois paraître comme similaire, mais je pense qu'au niveau de l'énergie, ce contrôle mis par l'un ou l'autre est quand même différent. Je pense qu'il se caractérise d'une autre manière. Et quand il ne peut pas contrôler, eh bien le runner, c'est compliqué à vivre pour lui, c'est difficile. Et donc, il ne va vraiment pas avoir envie de cette réalité où il ne contrôle pas les choses. Il veut que les choses se passent comme il le souhaite, comme il l'entend, comme il l'imagine. Et évidemment, rien ne va se passer comme il le souhaite. Si ça se passe comme il le souhaite, c'est qu'il le devait, c'est qu'il était dans la nécessité de passer par cette expérience et cet apprentissage-là. Mais à mon sens, c'est quelque chose qui est minoritaire les moments où le contrôle de l'un fonctionne. Les deux doivent finir par abandonner totalement cette notion de contrôle, et donc on ne va que très rarement, à mon sens, les autoriser à en émettre et à y arriver. Il va vraiment fuir la réalité comme il le peut. Ça va se caractériser de manière assez personnelle et différente. Il y a une infinité de possibilités de fuir. Ça peut être se concentrer sur une autre personne qui, là, demande beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins de difficultés émotionnelles, et qui, là, il va pouvoir contrôler. Le réel souci du runner, c'est qu'il est face à une personne pour qui il ressent beaucoup de sentiments, des sentiments qui le dépassent en termes de ressenti et en termes de compréhension, et il ne peut pas exercer de contrôle sur ce sentiment qu'il émet. Il ne peut pas. Il ressent quelque chose de très puissant pour son autre. Beaucoup de chaser yang doutent de ça. Mais à mon sens, tous les runners aiment véritablement très fortement leur autre. Ça, je pense que c'est quelque chose d'universel. On aime notre yang, on l'aime vraiment fort. Le problème, c'est de n'absolument pas vouloir assumer cet amour-là, et de ne pas vouloir
de ne pas pouvoir contrôler cet amour-là. Il est là, on le ressent, et donc c'est compliqué de le ressentir. La blessure du rejet, c'est véritablement de courir après quelque chose, et une fois qu'on l'a, on le fuit. La blessure du rejet pourrait être vraiment abaissée à cette simple phrase, et ce simple fait. Personnellement, j'ai cherché l'amour toute ma vie. Une fois qu'il est arrivé, je l'ai fui très fort. Voilà, c'est incroyable. L'ego va véritablement nous motiver à ne pas aller dans la direction de ce qu'on demande le plus au monde. C'est impressionnant comment ça se matérialise. Et donc pour répondre à ce manque de contrôle, il y a de la fuite. Ça peut être absolument tout, ça peut être s'investir dans le travail, dans un sport, aller avec une autre personne, s'orienter vers du social. Très souvent, c'est s'orienter vers des choses toxiques, ça peut être l'alcool, la drogue, ça peut être les jeux vidéo, ça peut être une passion, n'importe quoi qui va créer un isolement de ce qui nous met mal à l'aise. Une envie absolue de ne pas être confronté là à la réalité des choses. La réalité des choses est véritablement ce fait de vivre. Donc vivre égale ressentir, assumer, expérimenter. Et voilà, le mieux, le plus simple, la facilité, c'est de ne pas être confronté à ça. Donc n'importe quoi qui nous isolera un minimum de la réalité, qui fera passer le temps très 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 vite aussi. Ça c'est une notion qu'on ne maîtrise pas non plus, le temps. Avant d'être éveillé, pendant la première partie de parcours, il y a véritablement cette course contre le temps. Le temps est un ennemi. Un ennemi très 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 fort, parce que plus le temps passe, plus on engendre des situations qui vont nous faire emmagasiner de la culpabilité, des regrets, des remords, un regard vers le passé qu'on ne pourra jamais changer, et donc tout ça, ça nous éloigne encore plus de l'instant présent et d'une possible confiance en le futur. Et là, c'est beaucoup de cycles qui vont se répéter, beaucoup de séparations autant qu'il sera nécessaire, certaines assez compliquées où il y a un silence radio, de la distance, très peu de communication entre les deux. Ce manque cruel d'expression de sentiments et d'émotions va perdurer pendant un long moment. Et les moments où on est avec l'autre, on va envoyer le minimum syndical parce qu'on n'est pas en mesure de fournir plus. Et ce minimum est véritablement variable entre tous les runners. Il y en a qui vont fournir plus que d'autres. Moi, j'ai l'impression d'avoir fourni quand même un petit peu. Et j'ai entendu beaucoup d'histoires de certains qui fournissent vraiment, vraiment rien. Donc, voilà, c'est un degré d'intensité qui est variable. Mais la constante est ce minimum syndical qui va être envoyé pour suffisamment retenir l'autre et l'empêcher de lâcher prise. Ce que l'on va fournir va véritablement avoir un impact sur le yang parce qu'il y a... si le runner se contenterait d'être très 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 brutal à un niveau très dur mentalement, le yang aurait beaucoup plus sans doute de facilité à lâcher totalement et à passer à autre chose. Mais non, il faut qu'il fournisse certaines subtilités, certains mots, certaines choses, un petit peu d'énergie pour retenir le yang. Donc bien évidemment là, on est sur un principe très très toxique, véritablement. La première partie de parcours, le runner est véritablement très toxique. Le yang aussi, faut pas se leurrer. Il est vrai qu'on vit dans un monde où le runner est très souvent accusé, où le poids de la relation est vraiment mis sur sa responsabilité, sans aller au-delà, à l'encontre de cette idée. Le yang a ses torts, le yang a fait beaucoup de mal aussi, le yang est toxique aussi, le yang a une blessure très prononcée qui a un impact sur l'autre, le yang entretient la blessure du rejet de l'autre, etc. Là-dessus, faut pas se leurrer, ça va être compliqué d'émettre un pourcentage réciproque de responsabilité, mais les deux sont responsables. Une fois que tout ce long processus de toxicité va progressivement s'estomper au fur et à mesure que la noirceur, le vide est nettoyé,
les moments les plus intéressants de l'incarnation et du parcours vont se présenter. C'est là qu'il aura suffisamment fait de mal à son yang pour qu'elle coupe énergétiquement le lien à l'autre. Et là, le yang permet un miracle dans la vie du runner. Un miracle, littéralement. Sa personnalité va changer, ses conscientisations vont arriver. Enfin, il va développer une énergie qui va se diriger progressivement vers plus de hauteur plutôt que d'être constamment dirigé vers le bas, vers les énergies très sombres. À partir du moment où ça arrive, c'est qu'enfin il a décidé de se libérer, son âme a décidé enfin de lâcher la noirceur qu'il avait à l'intérieur de lui. Son ego va prendre une claque tellement immense que enfin il pourra être régulé et un peu plus contrôlé, même si le mot contrôle n'est pas bon ici, apaisé serait bien plus positif et lumineux. Enfin, il va être confronté à ce que son autre a pu vivre, en prenant certains traits de sa personnalité, en voyant sa blessure du rejet diminuer forcément. Le switch permet une certaine acquisition de comportement de son autre. Il va se rapprocher de son individualité, il va enfin se découvrir une part de lui-même qui, consciemment ou inconsciemment, a toujours espéré. Il va enfin se diriger vers ce qui le motivait, il va enfin accepter que ses rêves, ses envies prennent de la place, il va enfin les assumer. À partir du moment où il est là, c'est qu'il aura pris la décision d'abandonner toutes les personnes qui pouvaient avoir le moindre lien toxique avec lui, toutes les personnes avec qui il a entretenu de la négativité sur le long terme, toutes ces personnes qui désormais ne sont plus en mesure de le suivre, il va les laisser partir doucement. Il va, comme le yang, subir sa nuit noire avec l'abandon de tout ce qui a besoin de l'être, la déconstruction qui va être brutale comme tous les jumeaux, parce que il faut déconstruire ce qui a été basé sur des fondements, des fondations pas solides, pas durables. Et maintenant, il est temps de créer, de reconstruire sur des fondations solides, durables et lumineuses. Et là, ensuite, je ne vais pas pouvoir vous narrer la suite de l'histoire parce que je ne la connais pas. Tout simplement parce que ce dernier point est là où j'en suis personnellement. J'en suis au moment où il faut reconstruire sur des bases solides. Voilà à mon sens comment se caractérise le parcours du runner yin. Il y a à mon sens ces étapes. J'aurais pu rentrer dans le détail de bien plus d'étapes. Ouais, j'aurais pu narrer bien plus d'événements, mais le reste devient soit trop personnel, soit impossible à imaginer parce qu'elle concerne des choses trop spécifiques et dépendent de chaque personne. Et voilà comment les choses se passent à mon sens. J'espère que la vision que j'ai vous plaira et que vous serez un minimum en accord avec cela. J'espère que ça aurait été agréable à écouter. N'hésitez surtout pas à m'exprimer votre retour et votre avis. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je prends toujours beaucoup de temps pour vous lire, vous répondre quand je ressens qu'il y a quelque chose de pertinent à vous répondre. Il y a des fois où il y aurait un pavé à faire, mais voilà, des fois je me dis, ça sera peut-être pas pertinent à recevoir de votre part. Je me contente simplement de lire tous les commentaires et c'est toujours très intéressant. Et il y a beaucoup de bienveillance et c'est incroyable. Et bien de mon côté, je vais vous souhaiter une très bonne journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour le prochain podcast. À bientôt.